Donc, professeur Belkhadir me demande de parler de la dyslipidémie et du diabète, les nouvelles recommandations, et je ne vous cache pas que c'est très difficile d'en parler en 15 minutes, vu la problématique posée par cette question. Donc, le compte à rebours commence. Je vais peut-être, on va survoler les grands points. Quand je vais parler des recommandations, vous invitez après de les voir de plus près secondairement. Alors, je ne déclare aucun conflit d'intérêt vu justement la problématique posée par la question. Donc, je commence par un peu voir quelles sont les grandes lignes de la prise en charge de la dyslipidémie. Donc, avant de traiter une dyslipidémie, quelles que soient les guidelines ou la société savante qui les émet, d'abord, il faut définir cette dyslipidémie, évaluer le niveau de risque, ça c'est un point essentiel. Par la suite, une fois que le risque vasculaire est évalué et identifié, on traite comment, par quoi, et puis vers quel objectif. Et là aussi, la question va se poser au niveau des recommandations, et là où il y aura aussi une controverse, vers quel objectif on va. Est-ce qu'on va être guidé par le LDL ou par autre chose? Je vous rappelle ce que vous savez, juste pour dire que la dyslipidémie est un facteur de risque vasculaire classique, modifiable. C'est pour ça qu'on insiste qu'il faut absolument gérer la dyslipidémie, la traiter en même temps que les autres facteurs de risque modifiables, du fait qu'il y a des autres facteurs de risque sur lesquels on ne peut absolument rien et qui sont non modifiables évidemment. Donc la prise en charge de la dyslipidémie est une possibilité de réduction du risque de maladie vasculaire à laquelle s'attaquent toutes les sociétés. Je vous rappelle aussi les équations de risque vasculaire. Avant de traiter, il faut définir le risque. Avec quoi? Et là, nous avons deux grandes écoles. Nous avons des équations qui ont été faites chez une population américaine, et vous les connaissez, le Framingham, mais le Framingham a été modifié et adapté plusieurs fois. D'accord? Nous avons le Reynolds Risk Score qui est moins connu, et tout dernièrement le calculateur de risque qui a été présenté par l'American Heart Association, qu'on va voir avec le collège de cardiologues américains. Ça, c'est la population américaine. Les Européens travaillent avec SCORE et travaillent aussi avec le Q-RISC-2, qui est beaucoup moins adopté que SCORE. Disons que nous avons deux grandes façons d'évaluer le risque dont va dépendre la prise en charge des patients. Maintenant, si on considère ces équations de risque et ces calculateurs de risque, cette étude nous montre que si on essaye de calculer le risque par deux manières différentes, et cette étude s'est basée sur une population allemande, donc européenne, on a calculé le risque avec le score de risque de Framingham ATP3, et puis avec SCORE, l'anglais, ça donne qu'il y a une surestimation avec le calculateur américain. 96% d'hommes, 65% de femmes sont éligibles à la thérapie par statine. Et quand on va voir avec les autres critères ou les autres calculateurs de risque, nous serons moins. Ça veut dire que quoi? Qu'en fonction du score de risque utilisé, nous serons vers une attitude ou une approche thérapeutique différente. Et il y a un risque de surestimation. Et c'est pour ça qu'il y a ce grand problème, cette problématique de prise en charge de la dyslipidémie, parce qu'il y a des enjeux colossaux qui sont des enjeux d'industrie pharmaceutique qui nous dépassent, nous, un petit peu, et qui font que c'est une question qui fâche un petit peu. Donc, je commence par les recommandations américaines. Les recommandations, je vous mets tout de suite l'American Diabetes Association de 2016. Qu'est-ce qu'elle dit pour la prise en charge de la dyslipidémie chez le diabétique? Alors déjà, la stratification du risque, ils tiennent compte de l'âge, comme vous pouvez voir, moins de 40 ans, entre 40 et 75 ans et plus de 75 ans. Et vous pouvez constater que, en fonction des facteurs de risque, nous avons besoin ou non de traiter par statine. S'il y a des risques de maladies cardiovasculaires athéroscléreuses, une thérapeutique par statine modérée ou élevée, nous allons voir c'est quoi modéré ou élevé, ou bien lorsqu'un diabétique
de moins de 40 ans présente une maladie cardiovasculaire, nous allons traiter par des statines à haute intensité. Et là, quand vous avez 40-75 ans, dans cette tranche d'âge, pareillement, nous allons considérer d'emblée, regardez l'ADA, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si vous avez un diabétique entre 40 et 75 ans, de type 1 ou de type 2, là il ne spécifie pas le type de diabète, avec 0 facteur de risque, vous êtes quand même sur une thérapeutique de statine modérée. Et plus vous augmentez les facteurs de risque ou l'existence de maladies cardiovasculaires, plus vous allez optimiser le traitement par statine. Donc ça, c'est l'approche American Diabetes Association. Et là, c'est juste une reprécision qui est très claire. Je vous invite à voir de très près ces recommandations de l'ADA en fonction de l'âge, en fonction des facteurs de risque vasculaire, comment gérer le traitement de la dyslipidémie. Et je mets ce tableau juste pour voir, pour se concentrer sur cette dernière partie. Il considère pour une première fois les inhibiteurs de la PCK9. Ce sont des nouvelles thérapeutiques émergentes pour le traitement du diabète. Nous allons voir que les recommandations américaines de l'American Heart ne traitent que par les statines. Maintenant, l'ADA, en 2016, a introduit de nouvelles thérapeutiques. Et c'est quoi cette inhibition? Donc, je vous rappelle le principe de la protéine. La PCK9 est une protéine sécrétée par le foie qui diminue le LDL cholestérol. Et ces inhibiteurs ne sont autres que des anticorps monoclonaux qui vont s'attaquer donc ici à cette protéine de façon à faire baisser le taux de LDL cholestérol. Et pour la première fois, on reçut l'AMM en mai 2015. La molécule, j'ai du mal à lire son nom, l'Evolocumab, c'est un nouveau traitement qui vient d'être mis sur le marché et autorisé pour le traitement de la dyslipidémie dans des situations très particulières et introduit dans les recommandations en tant que nouvelle thérapeutique émergente. Voilà. Alors, que disent les Américains endocrinologues, le Collège des Américains endocrinologues? Il n'y a pas grand-chose qui change, c'est petit, vous allez avoir du mal à lire, mais l'approche du Collège américain des endocrinologues n'est pas différente des autres années. Ils considèrent le risque élevé ou faible et se basent aussi sur l'objectif de LDL cholestérol. Maintenant, passons aux écoles de cardiologie. Le NCEP, c'est le National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel, qui a connu le numéro 1, 2, 3. Et on était en attente du NCEP ATP4. Le NCEP ATP4 a vu le jour en 2013-2014, et ce NCEP ATP4 a créé la polémique. Les recommandations du NCEP ATP4 ont bouleversé la prise en charge, ont revu plein de choses. Alors pourquoi? Elles concernent bien sûr les diabétiques, évidemment, également dans leurs patients considérés. Il y aura la polémique pour des raisons nombreuses. D'abord par rapport à la méthodologie de ce panel, comment il a été fait, au contenu du rapport du NCEP, au point de différence avec les autres recommandations classiques sur lesquelles on a toujours travaillé de l'ATP3, même dans leur update, elles étaient toujours très classiques, et puis des retombées économiques. Alors, ce papier est sorti dans Circulation, qui est le porte-parole de l'American Heart. Le comité d'experts, regardez, nous avons des experts, cardiologues, endocrinologues, surtout cardiologues, mais regardez qu'il y a ici le National Heart, Lung and Blood Institute et le NIH qui soutient ces recommandations, et vous avez des méthodologistes qui ne sont pas des médecins, qui vont avoir leur mot à dire. Ces méthodologistes qui ne sont pas médecins vont superviser les groupes de travail. Ils ne connaissent rien à la médecine. Ils vont analyser les essais cliniques randomisés. Donc, c'est une approche méthodologique nouvelle, très stricte, qui a été importante dans cette approche du NCEP ATP4. Alors, quel est le rapport? Que disent ces recommandations du NCEP ATP4? D'abord, ils définissent 4 groupes de risques. Avant de traiter n'importe qui, définir où il se situe. Groupe 1, 2, 3 ou bien 4. Alors le diabétique peut évidemment être dans le groupe 1
lorsqu'il est porteur de maladies cardiovasculaires avérées, aiguës ou chroniques, déjà connues ou acutisées. Groupe 2, pour tous ceux dont le LDL supérieur à 1,9. Le groupe 3 qui concerne peut-être la majorité, qui sont entre 40 et 75 ans, avec un LDL entre 0,7 et 1,9. Et puis le groupe 4 qui sont sans maladie cardiovasculaire ou diabète et qui ne font pas partie des autres catégories de risque. Cette catégorisation de risque est importante parce qu'en fonction de cette catégorisation, il y aura une prise en charge thérapeutique spécifique. Le deuxième point du NCEP-ATP4, il faut pour eux stratifier le risque et ils nous présentent un nouveau calculateur de risque qui est mis sur Internet où le clinicien va rentrer les données et avoir un chiffre. Alors le chiffre, si il est supérieur à 7,5%, c'est qu'il y a un risque élevé de maladie vasculaire à 10 ans. Ce n'est pas 10% ou 20% comme le Framingham au score, c'est 7,5%. C'est ça. Donc vous rentrez les données, sexe, âge, les données qui sont présentées ici, et vous avez un calculateur de risque qui vous dit où vous en êtes du risque de votre patient. Est-ce qu'il y a de la surestimation? Je pense que oui. Beaucoup le disent, et c'est parmi les critiques de ce calculateur. Regardez, cet homme de 64 ans, afro-américain, normotendu, non diabétique, non tabagique, avec un LDL quand même à 0,8, il peut sembler à faible risque vasculaire. Eh bien, d'après ce score, il est supérieur à 7,5 et il sera en mesure d'être mis sous statine, modéré ou élevé. Voilà, donc cette surestimation est beaucoup critiquée. Alors, je passe sur ça. Les recommandations du NCEP-ATP4 nous disent aussi qu'il n'y a pas d'objectif de LDL cholestérol. On ne traite pas avec un objectif de LDL à 0,7 ou 1. Pas du tout. Pour eux, les RCT, les essais cliniques, n'ont pas rendu assez de preuves pour rendre cette approche par LDL cholestérol. Donc, l'American Heart Association ne fonctionne plus par l'objectif de LDL cholestérol, mais par un pourcentage de réduction du risque avec des thérapeutiques dont l'intensité est variable. Regardez, ils mettent la rosuvastatine et la torvastatine comme des thérapeutiques à haute intensité. Et pour l'intensité modérée, nous avons la simvastatine et les autres molécules. Nous n'avons pas de 80 mg ici de simvastatine. D'accord? Nous sommes à 10 à 20 pour une efficacité modérée seulement. Et puis, pour aller directement sur le diabète, d'après l'équation du NCEP-ATP4, si le patient a un diabète de type 1 ou de type 2, que l'âge se situe entre 40 et 75 ans, eh bien, directement, il est mis sous statine. Du fait qu'il a un diabète, quel que soit le type de ce diabète. Et sinon, il peut être à un surrisque, et donc d'où la nécessité pour eux d'estimer le risque avec le calculateur et d'aller peut-être vers une thérapeutique plus intense. Donc, je vous invite à voir ces recommandations. On peut les critiquer, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'elles disent finalement? Il y a un nouveau calculateur de risque qui n'est pas Framingham ni les autres, qui a de nouveaux seuils 7,5, qu'il n'y a pas de cible de traitement. C'est peut-être pas pratique pour un clinicien de ne pas savoir où il va. On traite, mais avec quel objectif? Il n'y a pas cette notion. Et je dirais qu'ils ne traitent qu'avec des statines. Alors que je vous ai dit tout à l'heure, pour l'ADA, ils ont présenté les étimibes et d'autres molécules, les inhibiteurs PCSK9 et d'autres molécules, alors que là, nous avons uniquement les statines. Donc, ce sont des recommandations qui ont été rejetées par la Société internationale d'athérosclérose européenne, etc. Et la polémique vient de là aussi. Si on considère ces recommandations de NCEP-ATP4, d'après cette étude, qui compare le risque de deux populations par l'ATP3 et les dernières américaines, nous allons avoir plus de 6 millions de patients nouvellement mis par statine contre 3 millions. Doubler la prescription en statine d'après ces recommandations et les seuils utilisés. Les recommandations canadiennes, même s'ils sont dans le même continent, sont l'approche absolument différente, très basique sur l'âge, les facteurs de risque classiques. Et pour eux, l'évaluation du risque doit se baser encore
sur le score Framingham. Et pareil pour le diabétique, donc il n'y a pas de quelque chose de particulier. Je vous invite aussi à rentrer dans le site de la Société canadienne pour voir ces recommandations. Ils vont aussi stratifier en fonction de Framingham 3 niveaux de risque et initier les statines ou non en fonction du risque là. Bien sûr que le temps ne permet pas de développer ça. Le niveau de statine et intensité, c'est pareil. On classe la Rosu et la torvastatine parmi les thérapeutiques à haute intensité et la simvastatine à faible intensité. Les européennes, cardiologie et Société européenne d'athérosclérose, nous recommandent d'utiliser SCORE. SCORE est adapté à leur population. Le diabétique pour les Européens à très haut risque et de type 1 ou de type 2 avec au moins un facteur de risque. Les Européens managent toujours avec un objectif de LDL cholestérol pour cette population à très haut risque qui doit être inférieur à 1. Alors, pour le diabète de type 1 ou 2 à haut risque seulement, c'est seulement des diabétiques qui n'ont aucun autre facteur de risque. Ils sont quand même à haut risque et nous devons être dans un LDL, un objectif de LDL inférieur à 1 et non pas à 0,7. Donc l'approche européenne est une approche ciblée sur le LDL cholestérol et stratifie en fonction de l'âge, en fonction de l'existence de facteurs de risque associés au diabète. Et les recommandations de NICE nous demandent de stratifier le risque avec le Q-risque 2. Là aussi, c'est une approche qui est avec une nouvelle équation. Et nous allons avoir cette proposition des NICE guidance qui nous dit que les patients diabétiques de type 2, en prévention primaire, eh ben, ils doivent être mis sous simvastatine. Et là, ils ne font pas la différence entre les hautes intensités, modérées ou faibles. Pas du tout. Et que pour la prévention primaire, il faudrait quand même mettre les diabétiques de type 1 sous statine. Ceux qui ont 40 ans et plus, 10 ans de type 1, néphropathie ou un autre facteur de risque vasculaire. Donc c'est une approche différente des autres qu'on a vues. Et pour eux, ça a été clair, ni pour le type 1 ni type 2, on ne donne les fibrates en association d'une façon systématique, routinely, ni la niacine, ni les séquestrants d'acide, ni les oméga 3 des acides. Aucune indication à l'association. Et puis je finis avec la SFE qui ce ne sont pas des recommandations, mais récemment, un groupe d'experts a, disons, fait une sorte de mise au point sur la question qui est restée très, très classique en disant que la stratification du risque, ils encouragent le Framingham, voilà, pour la stratification du risque, en sachant que Framingham, c'est américain. On aurait peut-être pensé qu'ils étaient sur une approche... non, pardon, c'est SCORE. C'est SCORE, mais ils disent aussi que Framingham peut être utilisé alors qu'on est sur une population européenne. Et là, il reste classique pour les objectifs de LDL cholestérol et il garde cette approche LDL cholestérol pour la population en prévention primaire à très haut risque, à risque élevé, à risque intermédiaire et en prévention secondaire, c'est-à-dire en présence de maladies vasculaires avérées chez un patient diabétique, on est directement sur une cible de 0,7. Et je finis par dire que vous voyez que les calculateurs de risque sont différents, que les niveaux et que les options proposées par les sociétés savantes de cardiologie, d'endocrinologie ne se ressemblent pas du tout. Alors comment se retrouver et comment faire chez nous? On n'est ni américain ni européen, on est africain. Et donc il n'y a pas un score qui nous ressemble à nous. Alors ça pose aussi un problème supplémentaire de décision, de choix de la thérapeutique et de choix de la stratégie. Et pour finir, on en avait discuté, le professeur Belkhadir avait fait une très belle présentation sur ça au congrès des sociétés de maladies vasculaires sur la dyslipidémie. Le débat maintenant, il est dans les journaux. Tout le monde en parle. Il y a une polémique qui est créée par une réalité. Malheureusement, nous avons des interventions dans tous les sens, négatives ou positives, sur le cholestérol.
et tout le monde s'y met. Et je pense qu'on doit rester très pragmatique parce que moi j'ai présenté les recommandations mais je ne peux pas pousser vers l'une ou l'autre, je n'ai fait que les montrer. Et n'oublions pas que le problème n'est pas le cholestérol et la solution n'est pas la statine, le problème est tout autre et que la prise en charge regarde d'autres, par contre, sur laquelle toutes les recommandations sont d'accord mais ne la mettent pas en exergue suffisamment, c'est la prise en charge diététique, l'hygiène de vie, l'arrêt de tabac et les autres approches non pharmacologiques.